Renforcement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Dans cet esprit, des accords de coopération ont été signés lors de la visite du président Vladimir Poutine au Vietnam. Pour la première fois, le Vietnam devient membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ses efforts en matière de garantie des droits de l'homme sont ainsi reconnus par la communauté internationale. Les enjeux liés à la gestion des ressources en eau au Vietnam étaient au programme du festival de films et d'idées Histoire d'eau, organisé par l'Agence française de développement. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a quitté Hanoï mardi soir, terminant avec succès sa visite officielle d'État au Vietnam. Lors de l'entretien, le président Vladimir Poutine et son homologue vietnamien Trương Tấn Sang ont plaidé pour une coopération plus étroite et plus efficace entre les deux pays, afin de renforcer leur partenariat stratégique intégral, comme en témoigne la signature de 17 accords de coopération bilatérale dans divers domaines, allant des énergies à la coopération militaire, compte rendu de Thuyen. La coopération dans le secteur de l'énergie occupera une place centrale dans le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Lors de leur entretien, les présidents Trương Tấn Sang et Vladimir Poutine ont souligné la priorité accordée à la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'énergie nucléaire. Hanoï et Moscou se sont accordés pour renforcer leur coopération dans la construction de la première centrale nucléaire du Vietnam à Ninh Thuận avec les technologies les plus modernes et les plus sécuritaires. Les deux parties coopéreront aussi plus étroitement et en toute confiance dans la défense et les techniques militaires, ainsi que dans l'exploitation minière, l'aviation civile, la construction navale, la mécanique, l'information et les télécommunications. Concernant l'économie et le commerce, les deux pays se fixent pour objectif de porter les échanges commerciaux à 10 milliards de dollars vers 2020 contre 4 milliards de dollars cette année. Les négociations seront intensifiées afin de signer au plus tôt l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union douanière Russie, Kazakhstan et Biélorussie. En 2012, le commerce bilatéral a atteint 3,6 milliards de dollars en hausse de 20%. C'est un résultat encourageant, mais il est bien évident que le potentiel de coopération économique entre les deux pays est largement au-delà. La création de la zone de libre-échange entre les pays membres de l'Alliance douanière et le Vietnam devra permettre de stimuler les échanges commerciaux. À l'issue de leur entretien, les présidents Trương Tấn Sang et Vladimir Poutine ont assisté à la cérémonie de signature d'une série de documents de coopération importants dans plusieurs domaines, notamment dans la défense, les énergies, les sciences et technologies, la formation et l'échange culturel. Avec l'aide de la Russie, le Vietnam peut être plus confiant en le développement de son énergie nucléaire. Nous avons signé avec le ministère russe des Sciences et de l'Éducation un mémorandum de coopération concernant la recherche scientifique et la formation des ressources humaines pour la première centrale nucléaire du Vietnam. Nous avons mis sur les rails le projet du Centre des sciences et des technologies nucléaires financé et assisté par la Russie. La détermination de la Russie et du Vietnam de renforcer le partenariat stratégique intégral a été affirmée dans la déclaration commune signée par les deux présidents. Ce partenariat devra contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région d'Asie-Pacifique. Dans la journée d'hier, le président Vladimir Poutine s'est entretenu successivement avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyễn Phú Trọng, puis avec le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Les deux partis sont convenus de promouvoir leur étroite coordination au sein des forums internationaux et de renforcer leur coopération dans la défense, les technologies militaires, la prospection et l'exploitation de pétrole et de gaz, l'énergie, l'exploitation minière et l'éducation. Le Premier ministre vietnamien a souligné l'importance du potentiel de la coopération vietnamo-russe dans le commerce, l'investissement et le tourisme,
en affirmant que son gouvernement favoriserait les activités des entreprises russes dans ces secteurs. Les deux dirigeants ont également abordé l'accélération des négociations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union douanière afin de le signer en 2015. Les journées de la culture russe au Vietnam 2013 ont été inaugurées mardi soir à Hanoï en présence des présidents Trương Tấn Sang et Vladimir Poutine. De nombreuses activités sont prévues dans le cadre de cet événement. Les mélomanes vietnamiens auront la chance d'apprécier des concerts donnés par les orchestres symphoniques du Vietnam et de la Russie et des représentations de danse folklorique interprétées par des artistes russes. Une exposition de produits d'artisanat et de costumes traditionnels des femmes russes sera organisée au musée de Ho Chi Minh et une autre au musée des Beaux-Arts à Hanoï. Les journées de la culture russe se dérouleront simultanément à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville et à Bình Dương au sud jusqu'au 17 novembre. Nous vous l'avons annoncé, le Vietnam est officiellement devenu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2014-2016 lors d'un vote qui s'est déroulé mardi soir, heure vietnamienne, au siège de l'ONU à New York. Avec 184 sur 193 voix, le Vietnam a obtenu le plus de suffrages parmi les 14 nouveaux membres de ce conseil. Ambiance de cette cérémonie relatée par notre correspondant de la télévision du Vietnam aux États-Unis. Durant sa 68e session à New York, l'Assemblée générale de l'ONU a élu directement par bulletin secret les 14 nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme qui siégeront pour 3 ans à compter du 1er janvier 2014. Pour être élus, les candidats devraient obtenir au moins 97 voix. Le Vietnam en a obtenu 184, devenant ainsi le pays recevant le plus de suffrages parmi les candidats. Les représentants de plusieurs pays sont venus exprimer leurs félicitations. Ils m'ont fait part de leur confiance sur le fait que le Vietnam apportera d'importantes contributions à la mission du Conseil des droits de l'homme en qualité de nouveau membre à partir du 1er janvier prochain. Le Vietnam mérite d'être élu au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nous apprécions hautement les acquis du peuple vietnamien dans ce domaine et espérons que le Vietnam contribuera à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans l'ensemble du monde. Le Vietnam avait été observateur du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pendant 7 ans avant de devenir, pour la première fois, un de ses membres. Il s'agit d'une reconnaissance par la communauté internationale des succès obtenus par le Vietnam en matière de garantie croissante des droits de ses citoyens en tous domaines: politique, société, économie, culture, éducation, religion, égalité des sexes et bien-être social. Le Vietnam a de l'expérience à partager avec d'autres pays, notamment en matière d'amélioration des liens entre les problèmes socio-économiques et les droits de l'homme. Le Vietnam a très bien accompli la réalisation des objectifs de développement du millénaire et la réduction de la pauvreté. Créé en 2006, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comprend 47 membres. Durant ce prochain mandat de 3 années, le Vietnam aura également l'opportunité d'étudier l'expérience des amis internationaux afin de mieux garantir les droits de l'homme dans le pays. L'élection du Vietnam à une très forte majorité de voix au Conseil des droits de l'homme de l'ONU témoigne du prestige élevé du Vietnam auprès de nombreux pays membres de l'ONU. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, lors d'une interview accordée à notre reporter de la VTV. Écoutons-en un extrait. Bonjour, Monsieur le ministre. Que pensez-vous de l'élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce mardi 12 novembre? L'élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme à la majorité des voix montre qu'il a acquis la confiance élevée de nombreux pays membres de l'ONU.
Ce résultat traduit la reconnaissance par la communauté internationale des succès du Vietnam dans son processus de renouveau intégral, dont le perfectionnement de l'état de droit, la promotion de la démocratie et la garantie sans cesse améliorée des droits de ses citoyens. Le fait que le Vietnam devienne membre du Conseil des droits de l'homme est la preuve de la réussite de la politique extérieure menée par le parti et l'État vietnamien, traduisant la position et le prestige continuellement rehaussés du pays sur la scène internationale. Comment le Vietnam se projette-t-il pour les 3 ans à venir en tant que membre du Conseil des droits de l'homme? En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, le Vietnam est prêt à participer activement aux travaux communs et à accomplir ses obligations comme ses engagements en son sein. Durant ce prochain mandat de 3 ans, le Vietnam aura l'opportunité de contribuer directement et de manière constructive et responsable à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans l'ensemble du monde, mais aussi de partager et d'étudier les expériences des amis internationaux afin de mieux garantir les droits de ses citoyens. Je vous remercie beaucoup. Depuis 1977, après être devenu membre de l'ONU, le Vietnam a participé progressivement à presque toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Passons en revue les plus grandes réalisations du Vietnam en matière de garantie de droits de chacun de ses citoyens. Le Vietnam a adhéré en 1957 aux 4 conventions internationales de Genève pour la protection des victimes de guerre et le traitement humain des prisonniers de guerre. Depuis son adhésion à l'ONU en 1977, le Vietnam a participé à la majorité des conventions sur les droits de l'homme. Malgré les difficultés économiques liées au processus de reconstruction et de développement du pays, le Vietnam prend toujours en haute considération la mise en application de ces conventions. Ces dernières années, les capacités des législateurs vietnamiens se sont considérablement améliorées. Ils ont pu introduire les nouvelles approches telles que l'égalité des sexes dans l'élaboration de nouvelles lois. C'est grâce à cela que la législature du Vietnam devient plus compatible au système international. En 1990, le Vietnam est devenu le premier pays en Asie et le 2e dans le monde à avoir signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Les efforts du Vietnam sont hautement appréciés par la communauté internationale. Le Vietnam est un bon exemple de réussite dans l'application des conventions internationales. Le pays a beaucoup d'expérience en la matière. Nous cherchons de tels modèles à multiplier au niveau mondial. Grâce au respect des conventions internationales, le Vietnam a obtenu mardi un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'État et le gouvernement vietnamien continueront de déployer leurs efforts pour perfectionner le système législatif, promouvoir la démocratie et garantir au mieux les droits des citoyens. Continuons le journal avec d'autres temps forts de l'actualité. L'Assemblée nationale du Vietnam a adopté ce matin, à la majorité des voix, la résolution paraphant la nomination de 2 nouveaux vice-premiers ministres. Il s'agit de M. Vũ Đức Đam, né en 1963, docteur en économie, ancien chef du bureau gouvernemental, et de M. Phạm Bình Minh, né en 1959, actuel ministre des Affaires étrangères. L'ancien vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân ayant été désigné au poste de président du comité central du Front de la Patrie, le gouvernement vietnamien comprend désormais 5 vice-premiers ministres au lieu de 4 auparavant.
Concernant la situation des Vietnamiens à Tacloban, dans la province dévastée par le typhon Haiyan la semaine dernière, l'ambassadeur du Vietnam aux Philippines a annoncé que l'ambassade a réussi à contacter quelques citoyens vietnamiens parmi la centaine d'entre eux bloqués dans cette localité ravagée. Grâce à l'aide de l'armée philippine, 2 employés de l'ambassade seront acheminés dans les plus brefs délais à Tacloban afin d'apporter leur aide aux Vietnamiens sinistrés. À l'heure actuelle, les systèmes de communication ne sont pas encore rétablis et les aéroports étant gravement endommagés par le typhon, l'accès des aides humanitaires aux zones touchées demeure toujours très difficile. L'ambassade du Vietnam aux Philippines continuera de collaborer étroitement avec les autorités locales pour collecter des informations sur les Vietnamiens victimes du typhon Haiyan et leur venir en aide à temps. La récolte de café 2013-2014 débute à peine dans la région des Hauts Plateaux du Centre, la plus grande région productrice de café du Vietnam. Cependant, en raison du rendement peu élevé et de la baisse du prix de café, les agriculteurs hésitent à le vendre aux entreprises. Explication. Le prix du café ces derniers jours oscille autour de 1,42 $ le kilo, soit une baisse de 0,70 $ par rapport à la récolte précédente. En raison de ce prix peu satisfaisant, les entreprises ont du mal à convaincre les agriculteurs de leur vendre leur stock de café. L'approvisionnement en matières premières se ralentit. Avec un prix d'achat si faible, il est très difficile pour les entreprises d'acheter auprès des producteurs. Ils attendent maintenant que le prix augmente afin de gagner des bénéfices. Selon les entreprises, la baisse du prix d'achat au Vietnam s'explique par les récoltes abondantes de café dans d'autres pays producteurs comme le Brésil et la Colombie. Les entreprises vietnamiennes se trouvent donc dans l'obligation de baisser le prix d'exportation. Dans ce contexte, une intervention du gouvernement est nécessaire pour assister tant les exportateurs que les agriculteurs. Ce serait idéal que le gouvernement nous accorde des crédits pour le stockage de 200 000 à 300 000 tonnes de café à un prix plus satisfaisant pour les cultivateurs. Si nous continuons de signer des contrats d'exportation dans ce contexte de baisse des prix sur le marché mondial, tant les entreprises que les agriculteurs essuieront des pertes. Le café est un produit d'exportation clé du Vietnam. La production nationale de café atteint environ 1,5 million de tonnes par an. Seulement 5% à 7% est utilisé pour la consommation intérieure. Le reste est exporté principalement vers les États-Unis et en Europe. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. À l'occasion de l'année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau de l'ONU, l'Agence française de développement, l'AFD, a organisé les 12 et 13 novembre à Hanoï un festival de films et d'idées intitulé Histoire d'eau. C'était l'occasion pour le public vietnamien de mieux comprendre les enjeux de développement liés à l'accès et à la gestion de l'eau, ainsi que les aides apportées par la France au Vietnam dans ce beau domaine. Reportage réalisé par Phương. L'eau, source d'avenir pour Yaimba, Peau de chagrin, Tuvalu, Requiem polynésien ou encore Bonne Suite. Ce sont les titres des courts-métrages diffusés lors du festival de films édité Histoire d'eau.
Par leur manière différente d'aborder le sujet, ces films ont l'objectif commun de sensibiliser le public sur l'importance de protéger et d'utiliser de manière efficace les ressources d'eau. Parmi les films que j'ai vus aujourd'hui, celui sur le petit garçon appelé Vinh m'a beaucoup ému. Au début, son apparence m'a fait peur, mais plus je comprenais son histoire de vie, plus j'avais de la pitié pour lui. Vinh doit lutter contre les maladies à cause de la contamination de l'eau par l'arsenic, mais il garde toujours confiance en lui et croit en un meilleur avenir. Grâce à ce festival, je comprends mieux le danger de la pollution de l'eau par l'arsenic que j'ignorais. Au Vietnam, la pénurie en eau potable est assez grave. Dans certains endroits à Hanoï, par exemple, les habitants n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Je pense qu'il faut prendre plus de mesures concrètes pour résoudre ce problème. Après la projection, les spectateurs ont échangé leurs opinions et leurs idées avec les experts dans le domaine de l'eau. Selon le directeur de l'AFD au Vietnam, le pays doit encore faire face à de nombreux problèmes liés à l'eau, tels que la salinisation, la hausse du niveau de la mer, la pénurie en eau potable, la pollution urbaine et industrielle. Tout cela nuit aux conditions de vie des habitants. L'eau, c'est un sujet important au Vietnam. Nous y avons consacré, je crois, 670 millions d'euros depuis 20 ans que nous intervenons au Vietnam, et nous allons continuer. Nous essayons de faire en sorte que la distribution géographique de nos projets soit relativement uniforme et n'exclut aucune partie de la population. Donc nous intervenons dans le bassin du fleuve Rouge, nous intervenons aussi au sud dans le bassin du Mekong et par nos activités, surtout dans le domaine de l'irrigation, dans d'autres régions du Vietnam et notamment dans les régions montagneuses. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure de la protection contre les inondations s'applique à des projets tant dans la région de Hanoï que dans la région d'Ho Chi Minh Ville. Pour l'année internationale de la coopération sur l'eau organisée par les Nations Unies, nous avons mis en place un dispositif de festival de films et d'idées. Je suis ici au Vietnam pour celui d'Hanoï, mais il y a eu aussi à Ho Chi Minh, et on a organisé dans nos pays d'intervention ce même type de projection débat, donc au Mexique, en Colombie, dans les territoires palestiniens, au Maroc, en République démocratique du Congo, et à chaque fois l'occasion de débattre, d'échanger, de sensibiliser davantage aux enjeux de l'eau, de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement, mais aussi de l'eau pour l'agriculture. Donc on a multiplié ce type d'événements à travers le monde. 13 projets de l'AFD avaient un engagement total de 270 millions d'euros, ont notamment contribué à partager, mieux distribuer et contrôler l'eau dans les bassins du Mekong, du Dong Nai et du fleuve Rouge. Des événements tels que ce festival permettent au public vietnamien de mieux comprendre les enjeux de développement liés à l'accès et à la gestion de l'eau. Une fois ces installations en place, Organisé pour la première fois au Vietnam, le festival de la chanson ABU 2013 vient de se dérouler à Hanoï. C'était une excellente occasion pour le public vietnamien d'écouter les meilleurs chanteurs des 15 pays membres de l'Union de radiodiffusion d'Asie-Pacifique. La chanteuse Van Mai Hương a représenté le Vietnam lors de cet événement. Nous vous invitons à faire connaissance avec cette jeune talentueuse chanteuse. La chanteuse Van Mai Hương a interprété le titre « C'est moi » lors du festival de la chanson ABU 2013 organisé pour la première fois au Vietnam. Née en 1994, elle a fait des études à l'École supérieure de la culture et des arts de l'armée. Cette jeune chanteuse a obtenu le deuxième prix du concours télévisé Vietnam Idol 2010. À l'époque, elle avait seulement 16 ans et était la plus jeune candidate participant à ce concours. Selon elle, une telle opportunité ne se présente qu'une ou deux fois dans la vie, il faut donc savoir la saisir. C'est la raison pour laquelle elle avait décidé de participer au concours télévisé Vietnam Idol.
Xin chào Văn Mai Hương. Áo quân Vietnam Idol 2010 cảm thấy thế nào khi là một trong hai đại diện của Việt Nam tham dự liên hoan ca nhạc truyền hình châu Á Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại nước ta? Xin chào chị Linh. Thật sự thì khi mà Hương nhận được lời mời của đài truyền hình mình sẽ là một trong hai đại diện tham gia chương trình liên hoan truyền hình châu Á Thái Bình Dương thì thật sự là Hương rất là bất ngờ cũng như là cảm thấy rất là xúc động bởi vì là mình lại là một trong hai đại diện mà có nhóm nhạc Ngũ Cung nữa mà Hương cũng rất là thích các anh ấy thì đến đây thì cũng chuẩn bị rất là nhiều thứ cũng như là tập rất là kỹ cùng vũ đoàn rồi tập cái tiết mục của mình rất là kỹ để mình có một cái tiết mục thật là hoàn chỉnh nhất cũng như là diễn hết mình nhất để gửi tới không chỉ quý vị khán giả Việt Nam mà còn tất cả những quý vị khán giả đang xem truyền hình tại Liên hoan châu Á Thái Bình Dương nữa. Có vẻ như là 3 năm sau thành công của Vietnam Idol thì cô ca sĩ 16 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều thì phải? Cũng có một chút thay đổi một chút, tính tình bớt trẻ con đi, bây giờ thì cũng người lớn hơn một chút, mọi thứ mình cũng thấy chỉn chu hơn cũng như là suy nghĩ tính cách cũng trưởng thành hơn một chút, cũng đỡ phải bị mọi người nhắc nhở nữa. Sau thành công của Vietnam Idol năm 2010 thì dường như là Văn Mai Hương luôn luôn khiến cho mình bận rộn. Gần đây thì Hương còn tham gia làm giám khảo của chương trình Doremi và đồng thời còn ra mắt một album mới toanh. Với những cái công việc như vậy thì có khiến Hương cảm thấy căng thẳng không? Nhất là với một cô gái mới chưa đến tuổi 20. Khi mà xác định là mình sẽ tham gia vào con đường nghệ thuật thì mình cũng đã tạo cho mình một cái thói quen nhất định về việc là mình sẽ phải yêu thích sự bận rộn cũng như cái sự bận rộn nó sẽ phải là cái sự hạnh phúc của mình. Vì chính vì quý vị khán giả yêu mến Hương, yêu quý Hương và thích cái giọng hát của Văn Mai Hương nên mới có sự bận rộn đó, nên là ngày nào mình cũng tự nhủ là càng phải bận rộn thì mình lại càng phải làm những cái công việc của mình hết mình. Thật ra thì cũng có một số khoảng thời gian là mình cảm thấy căng thẳng cũng như là stress về công việc, nhưng mà trong những lúc đó thì cái khoảng thời gian nó qua đi rất là nhanh. Khi mà nghĩ đến công việc là mình sẽ phải làm được những cái này những cái kia nhiều hơn, hay là mình làm những cái này những cái kia chưa được mình phải làm tốt hơn, thì mình sẽ nghĩ đến nó và quên đi tất cả căng thẳng mệt mỏi. Có vẻ như là cái cơ hội được học hỏi và thử sức dành cho các bạn trẻ ngày một nhiều hơn phải không? Bây giờ mọi người đang nhìn thấy một cái thực trạng là âm nhạc nó hơi bão hòa một chút. Nói vui vui, mọi người trong nghề hay nói với nhau là bây giờ người làm ca sĩ và nhà đi làm ca sĩ thì cảm thấy rất là khó cho tất cả những ca sĩ trẻ khi mà mới đi làm nghề và lập tức năm sau sẽ lại có một lứa mới ca sĩ nữa trưởng thành. Đối với Hương thì không cảm thấy buồn khi có những cái chuyện đấy. Những bạn mà trẻ, có tài năng cũng như là có đam mê thực sự thì mình rất là khuyến khích các bạn theo con đường nghệ thuật. Còn thực sự nếu các bạn không có đam mê thực sự mà chỉ muốn coi nghệ thuật như một cuộc dạo chơi thì Hương nghĩ là nên suy nghĩ lại một chút, tại vì nghệ thuật nó không phải là chỉ trải thảm hoa hồng như những gì mà các bạn nghĩ. Nó cũng rất là nhiều thứ xung quanh nghệ thuật và mình thực sự là phải vất vả cũng như là hết mình vì nó thì mình mới có một cái kết quả xứng đáng với bản thân mình bỏ ra. Với một ca sĩ mà có thể nói là những cái thành công bước đầu xuất phát từ một chương trình truyền hình, Văn Mai Hương nghĩ như thế nào khi mà ngày càng có nhiều cái chương trình truyền hình cũng như là những cái cuộc thi tiếng hát trên truyền hình nhiều hơn dành cho các bạn trẻ? Đối với cá nhân Hương thì truyền hình thực tế mang lại cho Hương, đặc biệt là chương trình Vietnam Idol mang lại cho Hương khá nhiều thứ. Đến tận bây giờ thì Hương vẫn nghĩ mình là một người rất là may mắn. Nhưng mà ngoài cái sự may mắn đó ra thì cái nỗ lực của ekip mình cũng như là bản thân mình cũng khá là nhiều. Thì Hương cũng hy vọng là sau chương trình truyền hình thực tế đó, những bạn nào mà thực sự có đam mê thì hãy tìm cho mình một ekip thật tốt cũng như là bỏ thật nhiều công sức vào, thì Hương nghĩ là cái niềm đam mê của các bạn sẽ khiến cái ước mơ của các bạn thành sự thật. Còn sau chương trình truyền hình thực tế nó có rất là nhiều thứ thì hy vọng rằng những cái điều xấu nữa nó sẽ không xảy ra quá nhiều. Xin cảm ơn Văn Mai Hương về cuộc trò chuyện ngày hôm nay và xin chúc Mai Hương luôn luôn thành công. Et voici les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Vous pouvez toujours revoir nos émissions sur vtv4.vn. Au revoir et à demain.